Le marché du médicament est un secteur économique qui se chiffre en milliards. L'industrie pharmaceutique commercialise régulièrement de nouvelles générations de molécules thérapeutiques. Si ces médicaments sont censés être plus efficaces, ils apportent également de nouveaux risques et effets secondaires. Il est donc important de bien rappeler que prendre un médicament n'est jamais un geste anodin. Bonjour et bienvenue dans Xenius. Bienvenue. La vigilance est de mise, notamment avec les médicaments de nouvelle génération. Car abandonner l'ancienne version n'est peut-être pas toujours justifié. Pour tirer cela au clair, nous sommes aujourd'hui à Hambourg, à l'hôpital universitaire d'Eppendorf. Ici, ces produits sont sous haute surveillance, notamment lorsqu'il s'agit d'établir la posologie pour chaque patient. Aujourd'hui, dans Xenius, nous allons voir à partir d'un cas concret comment les médecins gèrent les éventuels risques qu'ils présentent. Un exemple particulièrement délicat où l'intervention est souvent une question de vie ou de mort. En cas d'accident vasculaire cérébral, il n'y a pas une seconde à perdre. Et c'est là que les anticoagulants entrent en jeu. L'AVC en général, c'est un caillot de sang qui bouche un vaisseau. Toute une région du cerveau cesse d'être irriguée et des cellules cérébrales sont détruites. Les anticoagulants ont pour mission de dissoudre le caillot et d'empêcher qu'il s'en forme de nouveau. Une mesure qui sauve souvent des vies. Mais le risque hémorragique est important et peut, à son tour, entraîner un nouvel AVC. En France comme en Allemagne, des millions de patients prennent des anticoagulants. Des médicaments dont il faut bien évaluer les risques et les bénéfices. Quand on intervient sur la coagulation, la marge de manœuvre est très étroite. Un peu trop d'anticoagulants peut générer des hémorragies qui risquent à leur tour d'entraîner la mort. Et si l'on n'en utilise pas assez, on peut passer à côté de l'effet thérapeutique, à savoir éviter les caillots de sang, c'est-à-dire les embolies. Pendant plusieurs dizaines d'années, un type d'anticoagulant a dominé le marché, les antagonistes de la vitamine K, ou AVK. Leur principe actif inhibe la vitamine K, laquelle intervient dans la coagulation, et permet de dissoudre les caillots. En 2008, une nouvelle génération d'anticoagulants est apparue, les NACO, nouveaux anticoagulants oraux. Pour les laboratoires pharmaceutiques, l'enjeu financier est colossal. Comme ces produits agissent autrement sur la coagulation sanguine, leur tolérance et leurs effets secondaires varient également. Passer de l'ancienne à la nouvelle génération demande un tout autre suivi médical. Émilie et Adriane sont au service de prise en charge des AVC de l'hôpital. Ce patient présente un trouble du rythme cardiaque bien particulier, une fibrillation auriculaire qui vient d'entraîner un nouvel AVC. C'est dans cette indication qu'un traitement aux nouveaux anticoagulants est justifié. Médecins et pharmaciens décident ici ensemble de la stratégie thérapeutique. Pourquoi avoir décidé de changer le traitement de ce patient ? La raison est simple. Sous antivitamine K, la coagulation de ce patient n'était pas satisfaisante. Alors, nous avons décidé de passer aux nouveaux anticoagulants. Pas satisfaisante, c'est-à-dire ? Sous antivitamine K, il faut surveiller le taux de coagulation qui doit se situer au-dessus de 2. Le patient passait régulièrement en dessous de ce niveau. C'était insuffisant et le risque d'AVC était réel. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit et il a fait une nouvelle attaque lors d'une de ces phases. L'antivitamine K n'était donc pas assez efficace. Qui dit anticoagulant de la nouvelle génération, dit aussi nouvelle gestion thérapeutique. Nous venons de voir combien il est important que le patient supporte bien le médicament et respecte la posologie. Comment allez-vous surveiller ce patient désormais ? Certaines choses seront simplifiées, d'autres continuent d'impliquer une surveillance.
Le point positif, c'est qu'il n'y aura plus besoin de contrôler la coagulation, alors que sous antivitamine K, il fallait souvent effectuer des analyses. Mais il faudra surveiller les fonctions rénales pour adapter les doses, voire, le cas échéant, arrêter le traitement. Le patient reste donc sous surveillance étroite, mais les tests seront sensiblement moins fréquents qu'avec les antivitamines K. Dans l'ensemble, vous prescrivez plus souvent le traitement de nouvelle génération? Il y a deux cas de figure. Premièrement, si le patient est sous antivitamine K et que le traitement fonctionne bien, inutile de changer. Dans le cas contraire, on passe à la nouvelle génération. Deuxièmement, s'il s'agit d'une première prescription, si le patient présente une fibrillation auriculaire et s'il faut lui éviter un AVC, nous lui prescrirons d'emblée les nouveaux anticoagulants. Revenons-en à notre patient qui vient de subir une prise de sang. Quelles sont les valeurs que vous contrôlez? Nous vérifions d'abord la coagulation. Un patient qui passe de l'ancienne à la nouvelle génération d'anticoagulants aura quelque temps encore des antivitamines K dans le sang, ce qui peut influencer la coagulation. Il faut donc vérifier que celle-ci s'est normalisée pour passer au nouveau traitement. Nous surveillons en outre la fonction hépatique, ce qui était déjà la règle pour l'ancienne génération d'anticoagulants, et les fonctions rénales, ce qui est plus spécifique du nouveau médicament, car il faut veiller à ce que l'excrétion au niveau des reins se fasse bien. Et ces résultats seront interprétés par le pharmacien. Ce qui serait fatal, ce serait que le patient hospitalisé se voit administrer un autre médicament que les anticoagulants qui lui ont été prescrits. Ces erreurs peuvent arriver, et pour les éviter, l'hôpital d'Eppendorf a mis en place un système bien particulier. Ceci n'est pas un laboratoire pharmaceutique. C'est la pharmacie de l'hôpital universitaire de Hambourg-Eppendorf. Ici, c'est l'ordinateur qui dose et fractionne les préparations, pour chaque patient individuellement. Auparavant, c'est le personnel soignant qui répartissait les médicaments. Cela prenait énormément de temps pendant le service de nuit. Et gérer les doses de 25 à 30 patients exigeait beaucoup de concentration. Bien sûr, cela bouleverse nos habitudes. Et certains collègues sont sceptiques. Mais en fin de compte, c'est ce qu'il pouvait nous arriver de mieux. C'est vers l'an 2000 qu'a eu lieu le grand changement. À cette époque, l'hôpital universitaire avait de grosses difficultés financières. Tout l'établissement était sur la sellette. Pour Michael Baer, chef du service de pharmacie, le moment était venu de refonder entièrement la distribution de médicaments. Peu de temps auparavant était parue une étude américaine d'après laquelle, aux États-Unis, près de 10% de tous les patients hospitalisés risquaient de prendre les mauvais médicaments. Dans des milliers de cas, l'issue était fatale. Nous avons étudié les sources d'erreurs et constaté que nous avions les mêmes insuffisances de procédure. Et il a bientôt été évident que ce type d'erreur pouvait se produire aussi chez nous. Principale cause d'erreur, le manque de temps, de précision et des procédures traditionnelles partiellement obsolètes. Exemple, dans la plupart des hôpitaux, les prescriptions, rédigées à la main, sont souvent incomplètes et illisibles, d'où de fréquentes méprises. Emballage et appellation se ressemblent souvent. La préparation des doses étant principalement effectuée durant le service de nuit, très contraignant, les mauvais produits atterrissent aisément dans le pilulier. Certains patients prennent jusqu'à 10 pilules différentes. Le risque de perdre de vue des interactions potentiellement dangereuses existe. Ce sont notamment les perfusions qui sont sujettes à caution. Des études ont mis en évidence des erreurs non seulement au niveau des proportions, mais aussi des contenus. Michael Baer et son équipe ont pris le problème très au sérieux. Dans un premier temps, nous avons essayé de voir comment appréhender ces sources d'erreurs.
Personnellement, je me suis beaucoup déplacé. J'ai pu observer différents hôpitaux, ici et à l'étranger. C'est en combinant différentes méthodes que nous avons fini par élaborer un système satisfaisant pour notre établissement. L'équipe supprime alors les prescriptions manuscrites et met en place le dossier médical électronique. Sur des terminaux mobiles, médecins et infirmiers peuvent afficher toutes les données du patient comme le nom, les antécédents médicaux et les ordonnances. C'est désormais ainsi que les médecins saisissent leurs prescriptions en précisant les doses et le mode d'administration. Sinon, le système refuse les données. Et cela présente un autre avantage. Le système va signaler les risques et les interactions éventuelles avec d'autres médicaments. Nous serons avisés d'un danger potentiel avant même que le patient n'en ressente les effets. Un logiciel intelligent va afficher les autres médicaments déjà prescrits aux patients et permettre les recoupements. Le dosage sera lui aussi vérifié. Cela revalorise en outre le rôle des pharmaciens, appelés à contrôler chaque nouvelle prescription. Les médicaments ne sont délivrés que si tout leur semble cohérent. L'établissement emploie une vingtaine de pharmaciens. Lors des visites et en cas de problème, ils épaulent et conseillent leurs collègues. De plus, ils sont toujours présents en service de soins intensifs. Il est très important que le pharmacien vienne tous les jours sur place, et ce pour plusieurs raisons. À travers ses échanges avec le personnel médical et paramédical, il contribue à améliorer la thérapie. De plus, il est vraiment nécessaire, notamment en soins intensifs, que le pharmacien puisse constater l'état du patient. C'est seulement ainsi qu'il pourra juger du meilleur traitement à appliquer. Pour le dosage et le fractionnement des médicaments, Michael Baer et son équipe ont opté pour une solution radicale. C'est désormais un système assisté par ordinateur qui gère la tâche. L'intervention humaine, toujours source d'erreur, est éliminée. Les doses de médicaments sont enveloppées individuellement et accompagnées de toutes les indications nécessaires. Nom du patient, du produit, dosage et mode d'administration. Une autre installation scanne les cachets conditionnés et les compare avec l'ordonnance. Le patient ne les reçoit que si tout concorde. Et l'infirmière vérifie encore une fois toutes les données. Vous pouvez prendre vos médicaments. Merci. La distribution des médicaments assistés par ordinateur a pratiquement éliminé le risque d'erreur. Mais qu'en est-il si l'informatique tombe en panne ? L'un des points importants, c'est que les ordinateurs contenant des données sur les patients ne soient pas reliés, notamment pas à Internet. En cas de défaillance, comme nos centres de traitement sont dans des bâtiments différents, nous pouvons récupérer toutes les données des patients. Si une panne de courant survenait, par exemple, nous pourrions rapidement les imprimer depuis un poste central. Cet investissement gigantesque assure ce que nous sommes tous en droit d'attendre de l'hôpital, nous voir administrer précisément le médicament nécessaire à notre guérison. Ce système de pharmacie hospitalière électronique prend également en charge le patient qui, après un AVC, va passer aux nouveaux anticoagulants. Avant de mettre en place le traitement, le médecin procède à un bilan sanguin. Il s'agit de vérifier le taux de coagulation et les fonctions rénales et hépatiques. Le résultat des analyses est maintenant disponible. Qu'est-ce que cela signifie pour le choix du médicament? Pour commencer, vu le taux de coagulation, les anticoagulants sont tout à fait indiqués. Ensuite, nous savons que le patient a déjà fait une insuffisance rénale aiguë. Après avoir vérifié cette fonction, nous avons donc opté pour les nouveaux anticoagulants avec lesquels il y aura moins de conflits en cas de problème rénal. Pour ce patient, renoncer aux anticoagulants n'est pas une option. Non, car il souffre de fibrillation auriculaire et il vient de faire une nouvelle attaque, alors qu'il était sous antivitamine K.
L'un des effets secondaires de tous les anticoagulants, de l'ancienne comme de la nouvelle génération, c'est que le risque hémorragique augmente. Que faire en cas d'urgence chirurgicale? L'une des options serait bien sûr de repousser l'intervention autant que faire se peut, pour que le patient puisse éliminer le plus possible la molécule. Mais nous avons des moyens d'action. On peut lui administrer des préparations de plasma et des facteurs de coagulation, ce qui était déjà le cas avec les produits de la génération précédente. La prise de médicaments doit être bien réfléchie et demande beaucoup de vigilance. Quelles sont les précautions à prendre avec les anticoagulants? Déjà, il faut bien dire au patient qu'il ne doit en aucun cas changer quoi que ce soit à son traitement sans avis médical, mais au contraire, suivre strictement la prescription. Un autre point, et là c'est la mission du corps médical, c'est la gestion de ce type de substance. En milieu hospitalier, la collaboration interdisciplinaire est très étroite et chaque spécialité apporte son expertise. Moi qui suis pharmacien, je sais par exemple qu'il faut tenir compte des fonctions rénales dans le choix et le dosage du produit. Mais il n'y a pas que cela. Prenons les pharmacies de ville. Il est très important que le personnel attire l'attention des patients sur la façon de stocker et de prendre les médicaments. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. On l'a compris. Si vous prenez des anticoagulants, soyez très vigilants, car une seule erreur peut être lourde de conséquences. Non seulement à l'hôpital, mais aussi une fois rentré chez vous. En effet, les patients prennent leurs médicaments pendant des mois. Pour certains, le traitement devra même être suivi toute leur vie. Pour les médecins généralistes, c'est un véritable défi. Uwe Poppert est généraliste. Il suit bon nombre de ses patients depuis des années et connaît leurs antécédents médicaux. Pour lui, les nouveaux anticoagulants sont à manipuler avec précaution. Ces derniers temps, nous faisons face à un problème récurrent. Peut-être par commodité, des patients hospitalisés sont mis sous des anticoagulants difficiles à gérer au quotidien. C'est déjà ce qu'on reprochait aux anticoagulants de l'ancienne génération. Les risques hémorragiques et thrombotiques doivent être évalués soigneusement, au cas par cas. Pour certains patients sous antivitamine K, le médecin peut faire procéder régulièrement à des analyses et adapter la posologie en fonction de la vitesse de coagulation. Mais avec les nouveaux anticoagulants, ce n'est plus possible. Il n'existe pas de test de laboratoire qui permettrait d'adapter les doses. Jusqu'à présent, les fabricants présentaient cela comme un avantage. Emilia Stegemann, médecin dans un hôpital, traite la thrombose d'une de ses patientes avec les nouveaux anticoagulants. Et elle en est très satisfaite. Aujourd'hui, avec les anticoagulants de la nouvelle génération, de nombreux patients peuvent bénéficier d'un traitement plus simple et plus confortable, avec moins d'effets secondaires. C'est pourquoi je les prescris volontiers. Ils sont très efficaces et les effets secondaires sont moindres. Et à mon avis, autant en faire bénéficier les patients si c'est faisable. Mais le fait de ne plus pouvoir équilibrer la coagulation aussi précisément inquiète beaucoup de médecins généralistes. Ils craignent que le risque hémorragique n'augmente. Une crainte qui semble justifiée. De plus en plus d'articles font état d'une tendance hémorragique nettement accrue avec la nouvelle génération d'anticoagulants. Il n'y a malheureusement pas encore de statistiques venant le démontrer de manière irréfutable, mais on entend parler de ces problèmes de tous côtés. Uwe Poppert fait allusion au cas de décès par hémorragie que les médecins signalent aux autorités. D'après l'administration, ces chiffres n'indiquent pas si les décès en question sont effectivement imputables aux nouveaux anticoagulants. Interrogés, les fabricants nous apprennent qu'une recrudescence de ces signalements serait normale avec de nouveaux médicaments. Malgré des taux de déclaration importants pour les nouveaux anticoagulants oraux, ces données relatives sont stables depuis des années en ce qui concerne le Pradaxa. Depuis la mise sur le marché de l'Edoxaban, il n'y a pas eu de hausse inattendue des signalements d'effets secondaires relatifs à des hémorragies sévères. Alors, pas de quoi s'inquiéter? Bernd Mühlbauer, membre de la commission pharmaceutique du corps médical allemand, n'est pas de cet avis.
Dès le début, je me suis demandé si l'on pouvait vraiment se permettre cette impasse avec les nouvelles substances. Plus elles restent sur le marché, sachant que nous continuons à être confrontés à des complications hémorragiques, plus je suis convaincu que nous en reviendrons un jour à une individualisation du dosage, après des tests en laboratoire. Comment se fait-il que l'autorisation de mise sur le marché ait été donnée sans qu'il soit possible de contrôler la coagulation? Les fabricants soulignent qu'avec les NACO, ce contrôle ne serait plus nécessaire. Il n'existe pas de données permettant de conclure qu'une surveillance routinière des effets anticoagulants de l'apixaban soit nécessaire. À la différence des précédents antagonistes de la vitamine K, l'innocuité et l'efficacité des NACO ne seront pas perturbées par des interactions avec les aliments, d'autres médicaments ou l'alcool. Cela semble avoir convaincu les autorités compétentes ainsi que les instances médicales qui établissent les lignes directrices et les directives de traitement. Bernd Mühlbauer est cependant toujours aussi sceptique. Il est tout à fait étonnant que les NACO aient été préconisés dans les lignes directrices européennes avant même d'être mis sur le marché. Cela a attiré l'attention de la communauté scientifique. Il y avait manifestement une certaine proximité, voire une proximité certaine, entre les rédacteurs de ces lignes directrices et l'industrie pharmaceutique. De ma vie, je n'avais encore jamais vu des lignes directrices évoquer et conseiller une substance avant que celle-ci soit autorisée. Les fabricants des nouveaux anticoagulants renvoient la balle. Ils n'interviendraient aucunement dans la rédaction de lignes directrices et s'en tiendraient à la réglementation en vigueur et au code de contrôle facultatif de l'industrie pharmaceutique. Emilia Stegemann applique volontiers ces lignes directrices et prescrit les nouveaux anticoagulants à ses patients, même s'ils sont jusqu'à 20 fois plus chers. C'est un peu comme le téléphone. Imaginez un ancien combiné avec un cadran, relié au mur par un câble, en réseau analogique. Vous pouvez vous en servir, ça peut encore marcher, mais il y a aussi les smartphones. Et si la mise en garde contre les nouveaux anticoagulants était une mesure d'économie masquée? C'est n'importe quoi, et d'autant plus vexant que pour moi, c'est la qualité de la thérapie qui compte. S'il s'agissait de moi, je continuerais certainement les anticoagulants de la génération précédente, sous surveillance biologique de routine, en sachant ce que je prends et dans quelle mesure cela influence ma coagulation. Avec ceux de la nouvelle génération, j'aurais l'impression d'y aller à l'aveuglette. Qui a raison? L'avenir nous le dira. Pour des généralistes comme Uwe Poppert, la situation reste compliquée. Car en fin de compte, c'est à lui de décider, en son âme et conscience, quelle thérapie proposer à ses patients et à quel risque les exposer pendant des mois, voire des années. Retour à l'hôpital universitaire de Hambourg-Eppendorf, auprès du patient victime d'un AVC. C'est aujourd'hui qu'il passe aux nouveaux anticoagulants. Professeur, avant la visite, vous avez de nouveau consulté le dossier médical électronique. Pourquoi est-il si important que vous le fassiez personnellement? Nous tenons beaucoup à ce que 2 médecins soient impliqués au lieu d'un seul. Le médecin assistant étudie le dossier et m'informe. Je l'examine aussi, puis c'est au tour du pharmacien. Cela se passe donc entre 6 yeux. Si nous sommes 3 à nous pencher séparément sur le cas, c'est une sécurité supplémentaire. Résumons-nous. Les analyses sont bonnes, les reins fonctionnent bien, le changement est donc possible. Vous avez déjà remis le nouveau médicament au patient. Et maintenant, il peut déjà rentrer chez lui? Ce soir, il va prendre son premier cachet. S'il le supporte bien, nous allons le renvoyer chez lui avec son traitement pour les prochains jours et un courrier à l'attention de son généraliste qui prendra la prescription et le suivi en charge. Le patient reste en contact régulier avec son médecin, à moins que de nouveaux problèmes neurologiques apparaissent, auquel cas il serait à nouveau hospitalisé.
Ces anticoagulants de la nouvelle génération sont de plus en plus souvent prescrits. Vous avez des retours de la part des médecins de famille? Oui, nous communiquons beaucoup avec les généralistes, notamment à propos du risque hémorragique. Étant donné les contrôles plus espacés, nous avons toujours un peu peur de perdre les patients de vue. Et c'est une façon de garder le contact. Si un patient a des problèmes rénaux, nous allons demander aux généralistes de le surveiller de plus près. Avec les patients en meilleure santé, il n'est pas forcément nécessaire d'être aussi strict. Nous discutons aussi d'éventuelles complications, hémorragiques par exemple, pour décider de la marche à suivre. Avec les nouveaux anticoagulants comme avec les anciens, nous pouvons toujours prescrire des facteurs de coagulation, comme nous le faisions déjà avec les antivitamines K, quand survenaient de graves complications hémorragiques. Merci beaucoup. Merci, professeur. Je vous en prie. Nous l'avons vu aujourd'hui avec les anticoagulants, l'univers des médicaments évolue sans cesse. Les molécules deviennent plus efficaces, mais aussi plus complexes. C'est pour cela qu'il est primordial que les besoins de chaque patient soient pris en compte de manière collégiale et que médecins et pharmaciens travaillent main dans la main afin de pouvoir décider comment administrer quels médicaments. À bientôt. À la prochaine. Salut.